Kıraathane kitaplarının Kıraathane Kitap Şenliği'ndeki söyleşilerinden birine daha hoş geldiniz. Fransızca yapacağız bu söyleşiyi. Çünkü Paris'ten sevgili yazarımız Olivier Renaud bizimle bugün. Cher Olivier Renaud, soyez bienvenue à notre rencontre. Merci d'être avec nous dans notre deuxième salon de livres, cette fois complètement digital à cause du pandémie. Soyez bienvenue. Merci Nilüfer Külyas. Bonjour. Bonjour. Et je voudrais vous remercier tous, nos lecteurs et spectateurs aussi, pour avoir nous rejoints aujourd'hui. Et le professeur Renaud est directeur d'études de l'ES, École des hautes études en sciences sociales à Paris. Il est philosophe et écrivain. Les éditions Kıraathane a déjà publié son livre intitulé La solitude volontaire, très beau essai, traduit par Esra Özdoğan. Le livre a eu un certain succès en Turquie. Il est en deuxième impression. Nous sommes très fiers d'être votre maison d'édition en Turquie, Olivier. Merci beaucoup de cette initiative. Alors, Olivier Renaud a récemment publié une biographie du grand explorateur Vitus Bering intitulée Errance. Et c'est avec ce livre-là que je voudrais commencer notre conversation. La première phrase du livre est remarquable déjà, magnifique. Jamais un marin n'avait autant marché que lui. Cher Olivier, il y a un destin dans cette phrase, mais aussi une observation intrigante. Vous m'avez dit que vous étiez en promenade aux Alpes cet été. J'imagine toujours depuis quelques siècles les écrivains, les poètes, les philosophes en marchant, un peu comme l'école péripathétique d'Aristoteles, mais bien au-delà. Je crois, nous connaissons des penseurs, des poètes, des compositeurs qui marchaient presque 10 ou 20 kilomètres par jour. Est-ce que marcher est une activité philosophique et existentielle importante selon vous? Alors, merci de cette initiative. Je suis très content de discuter avec vous et j'espère que ce festival sera vu, entendu, lu et qu'il y aura beaucoup de participants. Alors, cette première phrase, elle m'a longtemps trotté dans la tête, hein, je dois vous l'avouer. Avant de revenir exactement sur votre question au sujet de la marche, je voudrais quand même évoquer le sens de cette première phrase. Pour vous le dire en vérité, ce livre, Errance, qui est centré sur la figure donc de Vitus Jonasson Bering, un explorateur, un marin en fait, danois, qui est né en 1681 et qui est mort en 1741. Donc, vraiment, la première moitié du XVIIIe siècle correspond à sa grande phase d'activité. Je m'y suis intéressé complètement par hasard. Je suis tombé sur un livre dans une librairie, qui est un livre de l'écrivain allemand Winfried Georg Sebald, qui l'évoque à un moment dans l'un de ses poèmes en prose. J'ai été fasciné par la façon dont il l'évoquait, comme un prince noir qui surgit comme ça dans les steppes sibériennes. Et je me suis dit, il faut que j'en sache plus. Non seulement il y avait quelque chose d'éminemment poétique qui m'attirait, mais je sentais qu'il y avait aussi beaucoup de savoir derrière et beaucoup d'expériences vécues. Donc ça, c'était en février 2014. Je me suis mis au travail. J'ai lu beaucoup, mais dès le début, cette phrase a surgi dans ma tête. Jamais un marin n'avait autant marché que lui. Parce que dès le début, j'ai appris et j'ai compris qu'effectivement, il avait mis de longues années à traverser la Sibérie 2 fois de suite pour, durant une première grande expédition, aller tout au bout de la Sibérie jusqu'à sa pointe nord afin de cartographier le territoire. Et puis, durant sa seconde expédition, la plus connue probablement, refaire quasiment le même chemin, mais cette fois-ci embarqué pour traverser
l'actuel détroit de Bering, l'actuelle, mer de Bering, et rejoindre l'Alaska. Une histoire absolument fascinante, et l'histoire surtout d'un marin qui effectivement aura passé plus de temps à marcher sur la terre durant sa vie qu'à naviguer en pleine mer. Bon, il meurt au retour de sa seconde expédition, il fait naufrage sur l'île qui porte son nom aujourd'hui en 1741. Et ce livre m'a pris 6 ans. J'ai mis 6 ans à l'écrire, un peu moins de 6 ans, et au fur et à mesure, je me suis dit que c'était un personnage absolument fascinant, parce que c'était quelqu'un d'héroïque, que parce que c'était quelqu'un d'endurant. Et c'est ça qui m'intéresse dans la marche, c'est l'endurance. C'est pas du tout l'héroïsme, c'est pas l'héroïsme des cimes ou des sommets, c'est l'endurance. Et ce que j'adore dans la marche, c'est le moment où après quelques heures, on obtient ce souffle qui lui-même a un rythme très calme, très naturel. Parfois, on parle de second souffle en natation, par exemple, parfois même de troisième souffle. Et il est évident que c'est là qu'on se sent bien. Et particulièrement lorsque, en montagne, on s'aperçoit que c'est grâce à ce énième souffle, deuxième, troisième, peut-être quatrième, je n'en sais rien, selon les personnes, que l'on peut épouser à peu près tous les terrains. C'est-à-dire, même si ça monte beaucoup, on a une résistance particulière qui ne tient pas à une musculature, qui ne tient pas peut-être même à une pratique extraordinairement chevronnée, très, 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 très régulière, mais qui tient à une forme d'endurance et qui, je crois, je l'espère, est permise à beaucoup de gens. Voilà, cet aspect de l'endurance m'intéresse dans la marche. Logique, parce que vous avez raison, dans la natation aussi, comme dans la marche, on trouve ce tempo magique. C'est comme trouver une pensée. On est dans la situation idéale à ce moment-là. Vous avez raison. C'est ça, c'est évidemment, ça a un rapport, ça entretient un rapport avec la respiration. C'est au bout d'un certain temps d'effort, souvent assez pénible, que l'on obtient donc une sensation de plénitude qui permet à beaucoup d'entre nous de continuer. Alors, on parle de la marche, donc à marcher, mais selon les sports, de continuer encore pendant de longues heures, jusqu'au moment où, alors là, on est vraiment très fatigué. Et là, on se rend compte que pour continuer, ce sont les gens vraiment très, très expérimentés qui peuvent le faire. Alors, la démarche de Bering était héroïque, oui, mais je trouve que quand je marche, je pense mieux. Je trouve les plus heureuses phrases ou passages de mes livres quand je marche. Est-ce que vous êtes un marcheur sérieux, vous? Alors, en fait, ce qui me frappe et peut-être ce qui m'intéresse, c'est que lorsque je marche, je dois dire que je marche le plus souvent en montagne. Donc, c'est un effort particulier, c'est un effort lié à une ascension. Ouais. On monte en altitude. Et l'effort est là quand même. Ça peut être de la moyenne ou de la haute montagne. Et quand je marche sur ce type de terrain qui peut être accidenté, qui peut être assez en pente, mon esprit est assez vide, je dois le dire. Et je ne crois pas que je puisse dire qu'il y ait des pensées qui se formulent durant ce moment de marche. En revanche, je constate 2 choses. Il y a des éclairs, il y a des phrases qui jaillissent durant cet effort. Il y a des images qui se précisent, des images mentales qui se précisent et qui peuvent être source d'inspiration littéraire ou intellectuelle.
Et puis la deuxième chose, c'est lorsqu'on arrive, euh, que ce soit à un sommet ou à un endroit où on arrête de marcher, par exemple pour manger, ou lorsqu'on a atteint le but de sa course, hein, comme on dit en langage de montagnard ou d'alpiniste, ou de sa marche, tout simplement. À ce moment-là, l'esprit s'ouvre complètement. Et là, les Ouais. pensées se bousculent. Véritablement, les pensées se bousculent. Et j'ai toujours un petit carnet où à ce Ah oui, moment-là, voilà. Voilà, je, oui. Entre la je note. philosophie et la marche, il y a une relation vraiment très étroite, je crois. Mais vous avez partagé avec nous lors d'une interview l'an dernier pour K24, notre journal digital, un souvenir de votre jeunesse qui était pour moi assez profond et émouvant. Vous avez trouvé un bois pendant votre jeunesse en vacances avec votre famille. Et là, je vous cite, entre ciel et terre, vous êtes sur un bois. Je demeurais immobile et découvrais des mondes qui m'étaient inconnus. C'était ma manière de voyager. Depuis, chaque fois que je marche en montagne, l'altitude me procure un formidable et inexplicable sentiment de latitude. Eh bien, dans le livre sur Bering, le jeune Bering prépare son destin. Il découvre un lieu secret où il rêve des voyages et de la liberté. Il a à peine 12 ou 14 ans. Et le jeune Olivier Renaud de 15 ans sur son arbre découvre la liberté d'imagination et de la pensée. Et tout ça, ça me dit que vous avez investi pas seulement comme penseur, mais en tant que personne, comme individu dans cette œuvre. Et ça nous donne un indice sur les dimensions de votre style en écrivain, il me semble, aussi qu'en philosophie. C'est là juste. Alors, il est vrai que j'ai passé mon enfance dans une région française qui s'appelle la Touraine, qui est un petit peu au-dessus du centre de la France, entre Paris et le centre de la France, un tout petit peu vers l'ouest. Très belle région. Et avec mes parents, bien sûr, nous avions une petite maison qui était bordée par une forêt. Et je dois dire en effet que j'ai passé une bonne partie de mon enfance dans cette forêt. J'adorais grimper aux arbres et j'y restais souvent. Un petit peu comme dans le Baron Perché d'Italo Calvino. Sauf que Voilà. je ne suis pas baron. Mais si vous vous rappelez de ce roman, justement, le Cosimo, hein, le jeune enfant, décide donc, après s'être un petit peu énervé avec ses parents, ce qui n'était pas mon cas, mais avoir refusé de manger, il décide de monter dans un arbre et lui, il y reste. Il y reste et il abandonne son Ouais. titre de baron et il devient même un représentant sylvestre des Lumières. Il adore ça. Donc voilà, j'ai longtemps joué au jeu du baron perché. J'ai passé des nuits en forêt et il est vrai que j'y ai rêvé et j'y ai aussi découvert des mondes vivants auxquels je ne pensais pas toujours, du moins quand j'étais plus petit, une foule d'animaux, d'êtres non humains qui m'ont intéressé. Et j'ai toujours eu ce sentiment, en effet, comme vous venez de le rappeler dans cet entretien, ce sentiment que la montée en altitude était également une montée en latitude. Hein. C'est une expression que j'adore, qu'employait déjà le géographe Élisée Reclus et que je reprends avec grand plaisir parce que je trouve que cette comparaison est géniale et je crois que c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. C'est-à-dire que moi, je ressens ça en montagne. Hein, plus je monte et plus j'ai l'impression de voyager, plus je me dirige à la verticale et plus j'ai en même temps le sentiment d'avancer à l'horizontale. C'est un peu paradoxal, mais je crois que c'est aussi une manière de découvrir le monde que de marcher en montagne. Un exemple très simple, des végétations se ressemblent.
hein. Plus on monte en Mm. montagne et plus on trouve des types de végétation qui se développent dans des endroits tels que la taïga arctique, au-delà du cercle polaire. Donc il y a des correspondances effectivement entre ces milieux qui sont assez fascinantes et dont je me sens très familier, c'est vrai. Alors pour moi, Voilà, c'est comme ça que commençait votre exploration de la pensée, votre odyssée à vous-même, un peu parallèle à l'exploration un peu plus physique de Bering. Mais je voudrais vous demander une autre question. Vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de documentation personnelle sur Vitus Bering. Alors, vous avez fait une œuvre d'imagination. Vous avez exploré, comme vous dites, je vous cite, les paysages intérieurs d'une personne. Et alors, je crois que vous avez fait une démarche romanesque. Vous avez franchi un seuil, pris un pas vers et dans la littérature. Je pense à Sartre, là, qui était philosophe et romancier en même temps. Errant, c'est un roman aussi qu'une biographie, avec un langage d'une limpidité impressionnante. J'étais très émue. Est-ce que c'est une vocation cachée et maintenant libérée pour vous, la littérature? Parce que là, vous avez écrit un roman aussi qu'un bouquin de biographie et de pensée. C'est vrai, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce texte, c'est il y a une part énorme de ce que j'appellerais volontiers la vie objective de l'individu historique. Bering a existé, on connaît ses rapports d'expédition, quand on consulte les archives, on est assommé, si j'ose dire, par le poids des documents administratifs. Et il y a très peu de traces sur le personnage. Et donc, dans ce texte, je me suis dit, je vais construire le personnage qui va s'ajouter, qui va donner de l'épaisseur, de la chair, qui va donner une voix à l'individu historique. Donc, à la vie objective, je vais ajouter une vie supposée, en quelque sorte. À l'histoire Ouais. avec un grand H, je vais ajouter une part de littérature. Et il est vrai que ça m'a extraordinairement plu de me mettre dans la tête de Bering, d'oublier même, après un gros travail d'érudition, d'oublier ma position de chercheur pour me sentir euh, écrivain, Vous effectivement. avez devenu Bering. Vous avez osé ça. Alors, Très bien. c'est un peu difficile parce que malheureusement ou heureusement, je suis resté quand même dans ma chambre, bien plus que Quand Bering même. pour écrire ce texte. Mais, Mais est-ce que vous avez trouvé une vocation cachée de homme de lettres? alors, je m'aperçois simplement que je ne sais pas si c'est une vocation. Je pense que le terme de vocation peut-être s'utiliser a posteriori, rétrospectivement, mais dire d'emblée qu'on a une vocation, ça m'a toujours paru bizarre, je dois vous le dire. En revanche, ce que je sais depuis de longues années maintenant, c'est que j'aime utiliser les mots pour exprimer une pensée. Et je m'aperçois de plus en plus que j'aime utiliser les mots pour raconter des histoires et que des pensées se cachent dans des histoires. Et que même, j'irai plus loin, qu'on pourrait penser et continuer à penser de manière même assez philosophique, pourquoi pas, en racontant des histoires. Voilà. Donc, oui, je pense qu'en effet, la littérature a aujourd'hui, par exemple, encore et depuis bien des siècles, une puissance extraordinaire de réflexion. Et ce qui est absolument précieux, c'est que non seulement elle nous sert à réfléchir, mais en plus, elle nous fait plaisir, puisqu'on aime aussi se faire raconter des histoires. Tous ces extraits de critiques du livre que votre maison d'édition a utilisé, ils disent toujours roman d'aventure, roman d'aventure. Olivier Renaud a écrit ce livre comme un roman d'aventure. Moi, je trouve pas, je trouve ça pas assez. C'est un roman historique.
presque un roman tout court. Une écrivaine française que j'adore, Marguerite Yourcenar, a dit tout roman est déjà roman historique, même si c'est écrit à propos d'aujourd'hui. C'est tout court, œuvre littéraire, c'est un aspect de la condition humaine. Qu'en dis-tu? Alors, c'est une référence d'autant plus pertinente, Nilufer, que, bien sûr, j'avais en tête les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, c'est-à-dire cette figure de, de l'homme, du vieil homme même, qui a connu beaucoup de choses et qui, au dernier moment de sa vie, fait le bilan de son existence, soupèse le poids de sa vie. Et j'avais même commencé par écrire ce récit en me plaçant à la fin de sa vie, c'est-à-dire en me plaçant sur la plage où le capitaine commandant meurt et se pose, revoit d'une certaine manière toute sa vie. Et à ce moment-là, je m'imaginais écrire à l'envers, en quelque sorte, remonter la chronologie et puis aller de 1741 quasiment jusqu'au temps de son enfance. Donc le point de vue de départ était presque celui des Mémoires d'Adrien. Hein. Et puis je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Soit je n'en avais pas la capacité, soit le désir, soit les références historiques même, puisque il y a un moment où avant, disons, la période où il prend son service auprès du tsar, Pierre Ier, c'est-à-dire autour de 23 ans, 24 ans, on a très très peu de données. Donc je ne pouvais pas remonter jusqu'au bout, si j'ose dire. Donc j'ai changé de point de vue, mais bien sûr, l'histoire est, comment dire, une ligne une ligne rouge, hein, non seulement de ce récit, c'est évident, puisque c'est une figure historique, mais peut-être même de tout récit. En tous les cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est assez souvent, je me rends compte, les récits ou les textes littéraires où l'histoire collective et l'histoire intime se mélangent. Mais Ouais. il est assez Je crois que difficile. vous avez fait le bon choix, je crois. Bon, revenons un pas en arrière, s'il vous plaît. Marcher, c'est aussi un acte solitaire, le plus souvent, je crois. La solitude volontaire, votre remarquable essai sur un sujet très important, nous rappelle que notre vie humaine est une œuvre d'équilibre entre être social, être ensemble d'un côté, et d'autre côté, savoir être seul. Les deux pôles nécessaires, inséparables de la condition humaine. Pourquoi est-ce comme ça? Alors, ce livre, Solitude volontaire, a une thèse, je crois, assez simple, hein, un argument assez simple. Il est paradoxal, cet argument. C'est que je me suis rendu compte que la solitude volontaire, c'est en fait une fable sociale. C'est en fait un moyen de vérifier que l'on est vraiment encore et bien relié aux autres. C'est complètement paradoxal, mais je crois que ça se vérifie souvent. Soyons francs, la solitude, si elle dure trop longtemps, est insupportable. Donc, la solitude volontaire, le désir d'être seul, le souhait de s'éloigner, par exemple, des autres, il ne peut être supportable lui-même qu'à partir du moment où on sait qu'on n'est pas totalement seul, ni vraiment seul. Hein, ce que je veux dire, c'est que la solitude volontaire, sa cohérence, elle la doit à une réalité, et cette réalité, ce n'est pas celle de l'isolement. Hein, je distingue bien dès le début solitude et isolement. Je ne parle pas de l'isolement, je parle de la solitude volontaire. Et ce que j'essaye de faire comprendre dans cet essai, c'est que cette solitude-là, c'est en fait une dramaturgie, hein, en son sens le plus noble, une mise en scène, hein, où on s'arrange effectivement avec parfois sa petite misanthropie, parfois simplement
son envie de faire un petit pas de côté, de prendre du recul, mais quasiment toujours, on s'éloigne pour mieux revenir. Et entre cet éloignement et ce retour, on aura établi une bonne distance à l'égard de la société dont on s'est éloigné pour mieux la comprendre. Et c'est là où il y a un sens politique à la solitude volontaire. La solitude volontaire est souvent la clé d'une critique, d'un regard critique sur la société. On prend de la distance pour mieux Ouais. voir, par exemple, les injustices qui règnent dans une société donnée. Et à ce moment-là, soit on s'exprime de son lieu éloigné, de sa grotte, ou de je ne sais quel autre lieu, soit après un temps d'éloignement, on revient au sein des êtres sociaux, entre guillemets, et on s'engage, même y compris politiquement. Donc cette solitude volontaire, en fait, c'est ce que j'appelle une fable sociale. Ce n'est pas une question de psychologie du bonheur, de bien-être. Non, Évidemment, non, c'est autre chose. Vous avez c'est autre raison. chose. Mais comme la chanson dit, il n'y a pas d'amour heureux, il n'y a pas de solitude absolue, nous vous rappelez. Alors, pour résumer, la solitude volontaire, c'est comme une discipline de faire un pas à côté, vous dites, de se reculer, de se scruter soi-même, mais aussi scruter la société. C'est une discipline qui donne la chance de la réflexion libre. Ce n'est pas seulement existentiel, mais c'est un acte politique presque. C'est ce que vous dites. Oui, Ouais. oui, je dis en effet que, en fait, je dis deux choses. C'est-à-dire, je dis que la solitude volontaire est une solitude sociale. C'est une manière de conserver son lien à la société, mais en étant plus satisfait. Parce que souvent, quand même, quand on veut s'éloigner, c'est qu'on n'est pas content de quelque chose dans ses relations avec autrui. Donc là, on trouve la bonne distance pour devenir en quelque sorte satisfait de son lien social. Et puis, la deuxième chose, c'est le sens politique de la solitude volontaire. C'est qu'on se rend compte, et dans le livre, je cite plusieurs exemples, que souvent, le pas de côté est une manière d'exercer un regard critique sur la société. Et donc, notamment, de dénoncer les dysfonctionnements du corps social parce qu'on les voit mieux. Encore une fois, trop de proximité tue. Soi-même aussi, pas juste la société, mais on se voit soi-même mieux aussi peut-être. Oui, Sans aucun doute, sans aucun doute. Bien sûr, parfois. il y a toute une pratique de l'intériorité dans la solitude volontaire. Il y a un sens religieux évident, dans l'ermitage, par exemple, qui vise à retrouver une espèce d'équilibre intérieur, ce qui suppose donc un état précédent de déséquilibre. Mais ce que je veux dire, c'est que aucun moine, par exemple, ne supporte lui-même une solitude trop prolongée. Les moines s'isolent Ouais. à plusieurs et les moines discutent de la société. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'endroit plus connecté, si j'ose dire, qu'un monastère. Le Wi-Fi est Voilà. partout. Oui, cela, c'est une discipline volontaire et nécessaire. Mais comment est-ce que la pandémie et le confinement sont passés pour vous jusqu'à maintenant? Ça vous a donné un nouveau perspective sur vous-même, sur la société, peut-être? Alors le confinement, moi je l'ai passé à Paris, vraiment entre quatre murs. Et moi et ma famille, nous ne sommes vraiment pas sortis beaucoup. Nous avons joué le jeu entre guillemets, et bon, nous l'avons relativement bien vécu. Nous avons finalement les uns comme les autres tous plutôt travaillé, bien travaillé. Euh, Ouais. Ce qui m'a frappé, mais ça c'est sur le plan individuel. Ce qui m'a frappé moi, c'est que cet épisode, cette période, aura quand même été un grand révélateur d'inégalités sociales et culturelles.
Ouais. Et on l'a vu avec le cas de l'école, hein. Les enfants comme les enseignants n'étaient évidemment pas tous préparés à cette phase de leur existence. Et ce qui a été très frappant, c'est de voir deux, deux obstacles. Euh, Moi, j'ai été très frappé par le premier obstacle, c'est la question de l'espace, l'habitat, le lieu où l'on vit. C'est devenu extrêmement important. On s'est rendu compte en quoi, par exemple, il était absolument impossible de travailler dans un petit appartement avec un seul ordinateur alors qu'on est 4, 5, 6, 10, etc. Donc Ouais. les conditions de vie sont Mhm. évidemment cruciales et elles dépendent du lieu dans lequel on vit le jour Ouais. comme la nuit, hein, avec en plus la fracture digitale, hein, le fait que tous les enfants n'avaient pas un ordinateur pour eux, bien sûr. Donc ça m'a frappé. Et puis, la deuxième chose, ça a été évidemment le rapport aux technologies, hein. C'est que le confinement a été une période assez étonnante parce que beaucoup de gens ont été encore plus isolés qu'ils ne l'étaient déjà, hein. Ça a été un des effets du confinement. Ouais. Et puis, d'autres gens, hein, à l'autre bout du spectre des expériences, à l'autre bout, d'autres gens, au contraire, se sont coupés en quelque sorte et ont apprécié ces moments de solitude, pour le coup, involontaires, mais qu'ils ont tournés en désir de solitude enfin assumé. Je pense malheureusement que les premiers étaient plus nombreux que les seconds, hein, mais voilà, donc le confinement, euh, sur le plan individuel, je l'ai plutôt bien vécu, mais ce qui m'a frappé, c'est que malheureusement, l'état de la société et les inégalités sociales et culturelles ont été encore plus visibles que jamais. Oui, malheureusement. Alors, ça nous lie à ma prochaine question. Vous avez une expression très heureuse. Vous appelez la solitude volontaire et la liberté de penser qui vient avec comme un usage du monde. J'aime cette expression. Et vous dirigez une série de rencontres qui s'appelle l'usage du monde d'ailleurs. Et lorsque vous avez introduit la série récente, vous avez identifié deux paradoxes fondamentaux de notre époque. Et ça m'a intéressé beaucoup. Je vous cite. D'abord, vous dites le paradoxe de la vie sociale. D'un côté, l'invisibilité est synonyme d'exclusion. Elle désigne alors des catégories de population ignorées qui voudraient être plus visibles dans l'espace public. De l'autre, l'existence non exposée, celle qui se déroule dans les coulisses plutôt que sur la scène, possède ses propres puissances à l'âge des technologies d'affichage de soi. Peut-être vous voulez dire la vie, nos vies secrètes. Ça, c'est un paradoxe très intéressant. Vous pouvez élaborer un petit peu? Alors, Vous aimez les paradoxes? Vous oui, êtes un paradoxe de paradoxe. Oui. je suis un peu philosophe quand même. Et, 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 Bon, et alors, le premier paradoxe, le paradoxe social. alors, cette série des usages du monde, ça correspond en fait au titre du séminaire que je donne dans mon institution, qui est l'École des hautes études en sciences sociales, donc qui est un séminaire ouvert à tout le monde et dans lequel j'invite de temps en temps des intervenants et intervenantes extérieurs. Et donc, ça, c'était les deux paradoxes que vous mentionnez, Nilufer, faisaient l'objet de mon séminaire de l'an dernier. Alors, effectivement, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était un séminaire sur le visible et l'invisible, c'est ce premier paradoxe entre la visibilité sociale, c'est-à-dire la revendication, par exemple, de droits,
le sens politique de la visibilité, la lutte pour la reconnaissance, pour être valorisé, pour se sentir digne, hein, donc la quête de statut, par exemple, dans le monde du travail, cette visibilité sociale-là. Et puis de l'autre côté, le fait qu'on comprend assez vite combien parfois trop de visibilité fait du mal. Hein. C'est-à-dire que parfois, on sent, notamment via certains réseaux sociaux, que être toujours visible est excessif, au point que l'on a parfois envie d'être un peu moins visible. Hein. Donc, j'essayais de comprendre comment on pouvait articuler, enfin, maîtriser ou, disons, développer ce paradoxe entre la légitimité des luttes pour la reconnaissance qui sont devenir visibles, hein, pour exister dans l'espace public, et puis de l'autre côté, une espèce de désir d'être moins visible parce que être visible, c'est pesant. Hein, c'est parfois très très difficile à maîtriser. Hein. L'image de soi n'est pas toujours si facile que ça dans les réseaux sociaux à contrôler. Nous le savons bien. Oui. Alors, c'est l'invisibilité des exclus et puis la visibilité excessive de ceux qui envahissent tous les moyens. C'est un paradoxe très important et vous signalez que penser là-dessus, c'est important pour penser où nous sommes comme citoyens du monde, êtres humains aujourd'hui. Et l'autre paradoxe, c'est celui de l'écologie. Que vous dites avec toujours plus d'évidence notre excessive signature sur la nature, sur les espaces du monde. Et ça, c'est l'autre paradoxe qu'il faut faire attention maintenant. Alors l'autre paradoxe, en effet, c'était celui-ci, c'est-à-dire nous comprenons de plus en plus, de mieux en mieux, c'est heureux, c'est bien que assez régulièrement, nous sommes trop présents en tant qu'humains dans des milieux non humains. Pour le dire très clairement, nous détruisons ces milieux et nous les mettons, disons, sous notre contrôle afin de les utiliser pour nous. Voilà. Et il y a un paradoxe écologique, évidemment, parce qu'aujourd'hui, on comprend peut-être que l'une des solutions serait justement d'être moins visible, d'être moins présent, de parvenir d'une certaine manière à s'effacer un peu plus, hein, à laisser moins de traces ou des traces moins profondes, tout en s'engageant, tout en agissant. Hein. Et à ce moment-là, l'une des clés de ce paradoxe, évidemment, c'est un peu une autre ambiguïté, c'est que comment agir en n'agissant pas. Hein. Alors c'est ce qui m'a amené à réfléchir, et c'est le dernier livre que je m'apprête à paraître, qui s'appelle Penser comme un iceberg, sur la discrétion. Hein. C'est quel est le sens de la discrétion pour arriver en tant qu'humain à laisser d'autres êtres vivre leur propre présence tout en ne quittant pas, bien sûr, le but, hein, de l'action, notamment politique, s'il s'agit de prendre position pour des combats ou des luttes de type écologique. Voilà. Alors, ça me rappelle une autre question que je voulais vous poser. Et je crois que vous êtes un philosophe passionné dans le 18e. Vous avez écrit un livre sur Vicor, maintenant Bering. C'est l'âge des Lumières. Est-ce que les valeurs des Lumières sont écroulées complètement maintenant? Êtes-vous dans le camp des déçus? Est-ce que vous croyez
à l'homme révolté, comme dit Camus, le soulèvement comme Extinction Rebellion ou Black Lives Matter, etc. Ou est-ce que vous croyez en l'évolution de ces valeurs toujours, c'est-à-dire en réforme plutôt qu'en révolte et révolution? Ou est-ce que les deux sont ensemble dans nos jours? Ça lie au paradoxe bien que sûr, nous bien avons sûr. parlé. Euh, je- Pensez-vous? il y a sans doute certaines valeurs des Lumières qui ne sont pas éteintes aujourd'hui, ou du moins qu'il faut continuer à défendre. Il suffit de penser à l'une d'entre elles, mais j'en verrai au moins deux. Mais la première, ce serait tout simplement la critique. Et la critique, comme vous le savez, elle contient beaucoup d'arguments. Le fait de penser par soi-même, donc cette dimension d'auto-réflexivité, penser par soi-même, accepter le débat contradictoire, hein, c'est-à-dire admettre le pluralisme des opinions, prendre la Mhm. parole dans un espace public, user de sa raison, hein, dans un espace public ouvert, distinguer le public du privé. Hein, au moins ces quatre arguments-là font partie de la notion de critique. Mais je vois une deuxième valeur, parce que pour moi c'est une valeur que je rattache aux Lumières, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, j'ai écrit un livre sur Vico, Giambattista Vico, qui était donc un professeur de rhétorique à l'université de Naples et qui a écrit un livre pour lequel il est devenu assez célèbre, qui s'appelle la Scienza Nuova, la science nouvelle, dont la dernière édition est de 1744. Et on en a souvent fait un anti-lumière. Et de mon point de vue, c'est complètement faux. C'est simplement quelqu'un qui a considéré que les lumières ne se limitaient pas, entre guillemets, à l'usage de la raison. Il y avait aussi l'imagination. Et je crois effectivement que l'imagination fait partie, comme valeur, du siècle des Lumières. Pour prendre un exemple très simple, Jonathan Swift et les voyages de Gulliver, pour moi, c'est un livre qui représente les Lumières, ou le siècle des Lumières, au même titre que la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant. Donc Gulliver, hein, cette dimension de la curiosité, de l'ironie. Hein, curiosité et ironie sont deux termes qui font partie du siècle des Lumières, doivent s'ajouter à cet héritage de la critique, hein, qu'on tient de grands philosophes. Et ceci m'amène aussi à dire que si l'imagination doit ne pas être oubliée dans l'héritage des Lumières, mais c'est tout simplement parce qu'elle est la mère de la littérature et que la littérature, à mon avis, est aujourd'hui encore un trésor pour défendre certaines valeurs des Lumières. Alors révolte ou révolution ou réforme, je ne sais pas. Moi, je crois qu'il faut se révolter lorsqu'il y a des raisons et des circonstances, hein, des circonstances historiques qui le justifient, bien évidemment, mais que ces révoltes ponctuelles, circonstanciées, ne doivent pas faire oublier que certaines valeurs des Lumières en fait, peuvent s'appliquer, hein, à des circonstances autres et différentes. Ah, je vous admire de plus en plus après cette réponse. Hein. Et vous avez répondu déjà à ma dernière question. Je voulais vous poser la question où va la philosophie et la littérature, est-ce qu'ils sont toujours capables de nous guider, nous inspirer, nous aider pour bâtir un nouveau chemin? D'où vous Oui, tirez l'espoir? alors moi je crois de plus en plus, ça nous ramène au début de l'entretien, je crois de plus en plus en la valeur du récit. Je crois qu'il faut arriver à raconter des histoires qui sont des histoires collectives, où le collectif et le personnel s'entremêlent, et arriver effectivement à redonner cet espoir, pour reprendre votre mot, mais qui est un espoir parce qu'il nous embarque tous dans une destination qui correspond quand même à une forme
de voyage, hein. Ce que je veux dire, c'est que l'intérêt de la littérature, c'est qu'elle nous emmène, c'est qu'elle nous rend un petit peu nomades, elle nous rend curieux, elle nous rend là aussi, pourquoi pas, moi j'aime bien, hein, ces valeurs, curiosité, ironie, elle nous rend ironique à l'égard de nous-mêmes, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de vocabulaire final, nous n'avons pas besoin de considérer que seuls certains mots sont vrais et d'autres sont faux. Mm. Donc, la puissance des récits, c'est ça, c'est de nous faire découvrir des mondes différents, des mondes autres, et de nous faire comprendre que ces mondes différents et ces mondes autres font partie, comme nous, d'un fond commun. Et c'est ce fond commun dans lequel on peut espérer, en effet. Et la littérature, une partie de la philosophie, mais je m'oriente de plus en plus vers une philosophie narrative, une partie de la philosophie le disent, c'est vrai, mais surtout la littérature, je dois l'avouer. Ah, Olivier, je vous remercie. Continuez de penser comme un iceberg, bouger comme un glacier, comme vous dites à propos de Bering. Et j'espère que le livre sur Bering sera votre deuxième livre en turc. Je vous remercie infiniment pour cette rencontre. J'en serais très, très, très honoré, bien sûr, si cette histoire pouvait intéresser, ce serait extraordinaire. En tout cas, merci Nilufer aussi, merci à la maison d'édition Kératan dans son entier pour cette initiative. Bonne chance, bon courage, bon travail et tenez-moi au courant pour le lien vidéo, notamment pour que je visionne éventuellement d'autres personnes s'il y a des sous-titres, que je puisse comprendre. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.